Donc on parle tokenisation avec Alexis Bourdia de Ready. Bonjour Alexis, merci d'être là. Tu es cofondateur de Ready. Un mot quand même de ce qui t'amène à la tokenisation dans ton parcours. Tu me racontais avant que tu t'es converti, c'est une conversion, tu t'es converti à la blockchain, mais à travers un vrai cas d'usage pratique autour des NFT. C'est ça qui t'a amené dans cet univers des actifs tokenisés. Alors en fait, oui, moi à la base, je suis Alexis Bourdia, j'étais gérant de portefeuille, gérant de fonds, donc multigérant. Et j'investissais sur des classes d'actifs alternatives comme les hedge funds ou le private equity. J'ai fait ça pendant 6 ans pour un assureur français. Et puis par la suite, je suis tombé dans le cas d'usage blockchain à travers les NFT. Et une fois qu'on tombe dans la blockchain par un cas d'usage, on voit tous les autres cas d'usage qui s'ouvrent à nous. Et donc j'ai vu arriver en fait des acteurs financiers de mon ancien métier sur la blockchain à ce moment-là. Donc ça fait 2 ans j'ai quitté mon poste de gérant il y a 2 ans. Et en 2 ans en fait, le sujet blockchain s'est mu en a accueilli un peu la financiarisation via la tokenisation. Ouais. Si tu veux, je peux décrire un peu ce qu'est la tokenisation. Je pense qu'il faut. Moi, je veux bien demander à la salle qu'on définisse tokenisation. Je ne sais pas si quelqu'un a une définition claire et précise. Donc, vas-y, Alexis. Alors, en fait, sur la blockchain, on s'échange des actifs numériques qui sont représentés par des jetons. Donc, le jeton le plus célèbre, ça va être un bitcoin. Et l'unité du bitcoin, c'est un jeton qui est aujourd'hui équivalent à 56 000 $. On lui associe une valeur monétaire. On peut échanger sur la blockchain tout type de jetons. En fait, n'importe qui peut créer son jeton, y associer un actif, y associer un contrat, y associer ce qu'il veut y associer et l'échanger sur la blockchain. La blockchain, c'est un registre décentralisé, donc un registre informatique et électronique décentralisé. Ce registre, il permet de la transparence, il offre de la transparence, on voit toutes les transactions. Il permet de l'interopérabilité, c'est-à-dire que ce jeton, on voit dans quel portefeuille il se trouve à l'instant T. Et donc, si moi je suis le propriétaire de ce portefeuille, je peux me connecter à des applications qui vont pouvoir, sous mon autorisation, interagir avec ce jeton-là, en fait. Et donc, on arrive dans un système où à peu près tout est possible sur la blockchain. Et donc, il y a un intérêt technologique très important pour les acteurs du monde financier pour innover et proposer leurs actifs sur la blockchain. C'est avant tout un espace d'échange, de transfert, mais ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus important. Je pense qu'on y reviendra. Et du coup, la tokenisation, c'est le fait de prendre des actifs financiers traditionnels, de les associer à un token, à un jeton sur la blockchain, et de pouvoir interagir avec ce jeton-là, de pouvoir le transférer entre investisseurs. Et au final, le sous-jacent, c'est une valeur économique qui va générer un rendement qui est celui de l'actif traditionnel, en fait. Il faut que tu nous expliques ce qu'on tokenise aujourd'hui quand on parle notamment d'actifs financiers. Qu'est-ce qui est intéressant à tokeniser dans le monde aujourd'hui, Alexis ? En fait, on peut tokeniser tout type d'actifs. Et dans la blockchain, l'actif qui se prête le plus à la tokenisation, ça va être bizarrement, les bons du trésor plutôt américain, parce qu'en gros le marché l'actif le plus abondant et le plus liquide du monde, quoi. Exactement. Ça va être l'actif qui est le plus tokenisé aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait sur la blockchain, du coup, comme il y a une multitude de jetons, si on veut s'exposer de manière directionnelle aux crypto-monnaies de manière générale, si on achète du bitcoin, on attend que ça monte. Une fois que ça a monté, on veut prendre nos profits. Et si on souhaite rester sur l'écosystème blockchain et prendre nos profits, aujourd'hui, il y a des jetons qui existent qui s'appellent des stablecoins. Et donc un stablecoin, une unité de stablecoin est égale à une unité de la devise qu'il représente. Donc un stablecoin dollar est égal à $1. Et normalement, ça bouge pas. C'est pégé. C'est pégé. Donc pour péguer, il y a différents systèmes, mais pour tenir le plus simple, c'est que l'émetteur qui a émis le jeton
et ben, en contrepartie, il a récupéré $1 qu'il va investir, enfin qui va garder dans ses comptes ségrégés, ou qui va investir sur le marché monétaire, parce qu'aujourd'hui, posséder $1 sans l'investir, c'est perdre de l'argent. Donc le taux sans risque américain, on le retrouve à travers le marché monétaire des bons du trésor. Donc les investisseurs crypto, aujourd'hui le marché des stablecoins, c'est 140 milliards de dollars. C'est petit, hein. Donc c'est par rapport au marché de la dette par américaine, rapport au marché par de la exemple. dette américaine. Mais pour l'écosystème crypto, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui ont créé un stablecoin il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles ont un stablecoin qui a un encours de 110 milliards de dollars. Et elles ne partagent pas forcément les taux d'intérêt que leur collatéral leur apporte. Donc il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés de gestion ou de startups qui se sont dit, nous, on va créer un stablecoin, mais qui va procurer du rendement à nos utilisateurs. D'accord. Donc, on va investir sur des bons du trésor. Et donc, lorsqu'un investisseur achète ce token, il achète en réalité des bons du trésor tokenisés. Alors justement, je trouve l'exemple hyper intéressant parce que le T-bills, les bons du trésor américain, comme je disais, c'est peut-être un des actifs les plus abondants, les plus liquides, les plus accessibles au monde. Explique-moi ce qu'il y a d'intéressant à acheter un T-bills tokenisé par rapport à investir dans un fonds monétaire américain qu'on peut quand même facilement trouver distribué aujourd'hui, y compris sur le marché français. En fait, la différence, c'est le canal de distribution. C'est pour pouvoir réaliser cet investissement sur un fonds monétaire, même sur le marché français, mais qui est investi sur des T-bills américains. Il faut ouvrir un compte d'entreprise, un compte titre d'entreprise. Par exemple, si on prend un exemple d'entreprise qui a une liquidité importante, un trésorier d'entreprise. Et là, on parle d'un investisseur en Europe. Déjà, il faut savoir qu'il y a des investisseurs dans le monde entier qui n'ont pas forcément accès à un compte titre dans leur pays, et du coup, ils peuvent accéder de manière décentralisée à ce type d'investissement. Mais surtout, les acteurs qui vont investir sur ces fonds monétaires tokenisés, ils restent sur l'écosystème blockchain, ils restent au sein de l'écosystème blockchain. Et donc, des acteurs qu'on voit sur cet écosystème, ce sont des gros protocoles blockchain, des grosses startups blockchain, qui ont des trésoreries en centaines de millions, voire en milliards. Et donc, ils font ce que tout bon trésorier fait, c'est-à-dire faire travailler l'argent dont ils ont à disposition en gérant leurs risques actifs-passifs. Donc, ces acteurs-là, ils veulent rester sur l'écosystème blockchain, et donc ils sont ravis d'avoir des actifs financiers qui arrivent pour se diversifier et pour pouvoir placer leur cash. Et y compris des actifs, alors on ne parle plus d'actifs sans risque aujourd'hui, je crois, même quand on parle de dette obligataire, mais quand même, ça fait partie des actifs les moins risqués au monde, d'avoir accès via la tokenisation à des actifs dits sans risque, ça permet quand même d'élargir la gamme d'investisseurs qui peuvent être intéressés justement par la tokenisation. C'est pas juste de la crypto, de la spéculation, c'est aussi des actifs sans risque qu'on peut trouver dans cet univers-là. Tout à fait. En fait, je commençais à parler d'une entreprise, de trésorier d'entreprise. En fait, on peut se dire aujourd'hui que la distribution... Enfin, aujourd'hui, pour un investisseur, pour avoir accès à une classe d'actifs, puis à une autre, il faut qu'il se renseigne sur les gérants, sur est-ce que son compte en banque, est-ce que sa banque lui propose, est-ce que l'enveloppe le permet, est-ce que l'enveloppe le permet, est-ce que sa banque lui propose ça. Et donc aujourd'hui, un trésorier d'entreprise, s'il est dans l'innovation et que, par exemple, il a placé une partie de sa trésorerie en crypto, il peut très bien se dire, je vais aller sur d'autres actifs qui sont sur ce même canal-là. Et là, on va parler du coup du fait que ça ouvre de nouveaux canaux de distribution, même pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème crypto. Mais avant tout, on parlait des bons du trésor qui sont très liquides. Il y a d'autres types d'actifs aujourd'hui qui sont tokenisés. Et on peut, quand on regarde effectivement la philosophie de quelqu'un qui va investir sur le Bitcoin, peut-être que le Bitcoin est considéré comme l'or numérique. Aujourd'hui, il y a aussi de l'or tokenisé. Donc quelqu'un qui ne croit plus aux systèmes gouvernementaux d'émission de dette, il peut très bien se mettre sur l'or numérique et sur l'or physique en restant sur la blockchain. Et donc il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui partagent cette philosophie. Il y a 100 millions de détenteurs de Bitcoin dans le monde.
ça fait un panel d'investisseurs assez large. Mais tu comptes uniquement pour voir ces marchés grossir, tu comptes uniquement sur l'idée que de plus en plus de gens vont se sentir mal à l'aise avec le système monétaire existant, banque centrale, etc. Enfin, est-ce que ça, c'est une cohorte qui peut encore grossir? Ou est-ce que même pour des gens qui vont être bancarisés traditionnellement, est-ce qu'il va y avoir un intérêt quand même aussi à passer, comme tu dis, par de nouveaux canaux de distribution? Ça, c'est une première question. Et puis, moi, je veux avoir... tu connais la finance traditionnelle. Est-ce que les distributeurs ont conscience du hack que ça peut provoquer pour eux, pour leur métier, pour leurs activités de distribution classique de produits financiers? Pour le moment, on est dans l'émergence du marché, on va dire. Donc, on voit à la fois des gérants d'actifs, des grands gérants d'actifs mondiaux qui commencent à faire des tests, à tokeniser certaines de leurs solutions d'investissement. D'accord. On voit des Donc banques le premier qui émettent... truc pour un gérant, c'est de tokeniser effectivement son produit à lui, quoi. Voilà, lui, ça peut lui permettre d'ouvrir un nouveau canal de distribution. Et en fait, si je peux te citer des avantages de la tokenisation, c'est de réduire le nombre d'intermédiaires. Tu as un registre qui enregistre toutes les transactions qui sont liées aux actifs tokenisés. Donc ce registre-là, il remplace une tenue de compte, il remplace un conservateur, un centralisateur. Donc aujourd'hui, tu peux faire une économie de coût juste sur le traitement opérationnel, la chaîne de titres. Bien sûr. Ensuite, sur l'aspect de distribution, les autres types d'actifs qui sont tokenisés, enfin toutes les classes d'actifs sont tokenisées. Donc on peut penser qu'un gérant de private equity, aujourd'hui, pour toucher l'investisseur retail final, il faut qu'il soit sélectionné dans la bonne enveloppe, proposé au bon moment à l'investisseur final, donc soit auprès de CGP, soit auprès de banques privées. Voilà, il y a tout un lot d'intermédiaires qui sont nécessaires dans la finance traditionnelle, qui le seront moins dans la finance tokenisée. Nécessaire, c'est toi qui le dis, justement. C'est toute la question, Alexis. Non, mais enfin, jusqu'où dans la vision un peu prospective que tu peux avoir de comment le marché va structurer autour de ces actifs tokenisés? Encore une fois, ma question, c'est est-ce que les distributeurs que tu connais traditionnels, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Comment ils appréhendent le sujet? Puisqu'on parle aussi d'intelligence collective ici et de collaboration, est-ce qu'il y a une phase de collaboration qui peut se mettre en place? On n'a pas beaucoup parlé de Ready, mais toi, l'idée de Ready, c'est justement d'apporter des outils à des financiers du monde traditionnel pour comprendre, accéder à l'information, à l'expertise autour de ces actifs tokenisés. Est-ce qu'on est dans un moment où il y a des passerelles qui se créent, de la collaboration, ou est-ce que c'est un affrontement qui peut être frontal pour le coup demain? Non, la collaboration est présente, que ce soit dans diverses associations qui sont liées à l'innovation, dans des associations qui sont liées à la gestion, le sujet de tokenisation, il est présent. Donc il y a un gros travail d'éducation. Nous, c'est ce qu'on fait chez Ready aussi. Donc pour revenir sur nos activités, on référence ces actifs tokenisés. Donc on prend contact avec les émetteurs et on récupère des informations détaillées. Faut pas oublier qu'il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect technologique, parce que ils tokenisent ces actifs, il y a une couche technologique qui est très importante. Nous, on sait la lire, on a développé des smart contracts. Donc, ce qui régit les interactions sur la blockchain, c'est ces smart contracts. Tu sais quoi regarder, on sait quoi regarder. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour un actif tokenisé, il peut y avoir 20 émetteurs différents qui vont utiliser des structures dans des géographies différentes et des technologies, des blockchains différentes, et derrière, qui vont aussi investir sur le sous-jacent réel de manière différente. Donc nous, on aide les investisseurs à naviguer dans cet univers, mais on aide également les sociétés de gestion et les distributeurs à comprendre l'univers. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te demandent aujourd'hui justement? C'est quoi leurs problématiques, leurs interrogations par rapport à l'émergence de ces nouveaux canaux de distribution? Comment ils voient ça? Effectivement, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui pourront en parler aussi précisément d'ailleurs. Le sujet, c'est la distribution. Ouais. Et l'avantage de la blockchain, c'est qu'on peut imaginer sur le site d'un émetteur, sur le site d'un gérant, et c'est déjà en place, je vais revenir avec un petit exemple, mais un bouton sur lequel on clique souscrire à ce produit. Ouais. Derrière, on passe un KYC. Il faut faut que l'investisseur réponde aux critères d'éligibilité de l'actif. Il y a un prospectus. Tout est normé, tout est dans les règles de l'art traditionnel. Sauf que le processus de distribution, il est beaucoup plus simple. On peut imaginer justement ce gérant de private equity qui reçoit des demandes de souscription.
juste sur son site internet de manière directe par l'investisseur. Donc ça réduit également les frais d'intermédiation, des frais de rétrocession également. Donc c'est au bénéfice de l'investisseur final. Et un exemple, c'est que ce bouton souscrire, il existe déjà en Suisse. Il y a une 50aine de PME qui, sur leur page investisseurs relations, on peut souscrire à leur capital. Dette, à l'action de l'entreprise directement. Il y a une plateforme qui a tokenisé, qui a proposé un module qu'on intègre sur des sites internet.